Je suis Joy Solvant, avocate de formation et DRH de parcours. J'ai cofondé Bleu Samouraï, un cabinet pluridisciplinaire dédié au traitement des alertes professionnelles en parallèle de son accompagnement des CSE et salariés. Dans cet épisode, nous creuserons ce qui se joue derrière les accusations de management toxique. Parce que oui, des managers réellement toxiques existent. Mais le terme est aujourd'hui utilisé pour désigner des réalités très différentes, parfois même incompatibles entre elles. Faute de régulation, une tension managériale peut très vite basculer vers un signalement. Parce que la justice sociale commence avant tout par la justesse de l'analyse, il est nécessaire de traiter ce sujet avec discernement afin d'éviter les injustices et ne pas broyer les managers sans faute caractérisée. Pour en parler, j'ai voulu une voix qui parle cash, qui ne contourne jamais les sujets. Cette voix, c'est celle de Lobna Benassine, fondatrice de Besoin de Rien, Nvidia, et ex-DRH de gros retailers et de sociétés tech. Et ben ça tourne et c'est comme vous voulez. Super. Bienvenue Lobna, je suis ravie Bonjour. de t'avoir avec nous dans cet épisode. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Donc bonjour, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Lobna Kaleja. Je suis une ancienne DRH. Donc j'ai été DRH pendant 20 ans dans des organisations très différentes, dans des startups, dans des grands groupes, dans des PME. J'ai eu la chance de travailler dans des maisons comme Revlon, Calvin Klein, Mappy ou Gilvy. Et donc après 20 ans en tant que DRH, j'ai eu envie de me mettre à mon compte et j'accompagne aujourd'hui les organisations sur tous leurs enjeux liés à l'intégration de l'intelligence artificielle. Voilà. Bienvenue, je suis très contente de t'avoir parce que je voulais avoir une personne pour cet épisode qui parle cash, sans langue de bois, parce que ça ne pouvait être que toi. On n'est pas déçus. Donc cette thématique, elle repose sur le management, les accusations injustes. Maintenant, c'est une thématique intéressante et complexe parce qu'aujourd'hui, finalement, derrière les signalements et les alertes professionnelles, il y a des humains. Et les dégâts, parfois, sont dévastateurs. Donc, moi, j'ai envie de te dire que, et je pense que tu vas pouvoir argumenter dessus, mais on entend de plus en plus le terme de management toxique. Mais derrière ce mot, il y a peut-être plusieurs réalités. Donc, la première question pour cet épisode que j'ai envie de te poser, Lobna, qu'est-ce qu'un management toxique et comment on différencie finalement un management toxique de situations difficiles, maladroites ou bien dégradées dans le contexte? Ta question, elle a l'air facile, mais elle est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, puisqu'elle cache beaucoup, beaucoup de réalités. Déjà, si on reprend les fondamentaux d'un manager et de son rôle, le manager, son job, c'est de créer les conditions de la performance en permettant l'autonomie, le développement, la responsabilisation des équipes, etc. Et rien que cette tâche, elle est compliquée. Donc, il a une responsabilité qui est lourde. Il a une pression qui est lourde. Management toxique, c'est quand dans les interactions qu'il a avec ses pairs, ou là on parle de management, donc c'est plutôt avec ses équipes, il y a des frictions. Et les frictions, elles peuvent être diverses, elles peuvent être vraies. Les éléments factuels sont là ou pas, mais il y a une grosse partie aussi qui est très subjective. On peut avoir un management un peu directif ou un peu autoritaire parce qu'il y a des règles, il y a des process, etc. Pour certains, ça va aller très bien. Pour d'autres, ils vont considérer que cette approche un peu directive ou un peu carrée peut être de la toxicité. Donc, il y a de la vraie toxicité et il y a aussi une interprétation de toxicité. Et c'est là que c'est difficile, quand on parle de ces enquêtes, de mettre le curseur au bon endroit entre qu'est-ce qu'un manager toxique. Voilà, il y a un faisceau d'indices qui te permettent mais il n'y a pas une réponse noir ou blanc en fait. Ouais, c'est ça, tu parles de faisceau d'indices, mais finalement, dans ce faisceau d'indices, on peut intégrer les notions de durée, de répétition, pour distinguer un simple conflit relationnel d'une vraie relation toxique. En fait, la toxicité, effectivement, elle s'installe dans la durée. Au début, on imagine toujours qu'on a mal interprété ou qu'on a mal compris, ou on se remet beaucoup en question, sauf que quand les faits sont répétés, quand l'emprise devient de plus en plus insupportable, quand la situation devient de moins en moins vivable, c'est que quelque chose s'est installé. Donc il y a quelque chose qui se fait dans la durée, il y a de la répétition, il y a aussi cette notion d'intention qui est importante.
On va parfois interpréter comme un comportement toxique ou un management toxique. Je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a un tel enjeu sur le résultat qui va faire un peu abstraction de la relation. Il n'y a pas d'intention de toxicité, il n'y a pas une intention de faire du mal, etc. Donc l'intention pour moi, sur ces sujets-là, c'est le fait central en fait. Et c'est bien ce que tu dis parce que aujourd'hui, d'ailleurs sur LinkedIn, hein, on voit beaucoup de posts, management toxique, j'ai la boule au ventre, je n'ai pas envie de retourner au travail. Et finalement, je pense que c'est la grande frayeur d'ailleurs des managers d'être pointés du doigt en tant que manager toxique. Est-ce que toi, peut-être me citer une anecdote où tu as pu constater un vrai management toxique et au contraire, une situation dans laquelle, finalement, il n'y avait pas de management toxique, c'était qu'une relation conflictuelle et ça avait été pourtant pointé du doigt comme une situation toxique. En fait, dès lors qu'il y a un mal-être, aujourd'hui on met harcèlement, discrimination, c'est un peu le truc qu'on va chercher facilement dans le cadre de litiges parce que ça permet de déplafonner les barèmes Macron. Exactement. Et c'est aussi un peu facile de pointer du doigt du harcèlement quand parfois c'est juste de l'insuffisance professionnelle et que ton boss te dit là-dessus ça va pas, t'as fait ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, ou alors tu es loin de tes objectifs, ou t'as pas respecté telle contrainte ou telle consigne. Et en fait, il faut faire attention entre les faits et le niveau d'exigence ou pas, mais leur interprétation aussi. Et c'est très difficile aujourd'hui pour les managers de poser un cadre, de donner des règles, de challenger leurs équipes. Parce que dès lors qu'on pousse un peu, les équipes n'ont plus l'habitude et ils ou elles d'ailleurs, ont assez vite fait de parler de toxicité, alors que parfois c'est juste de l'exigence et que parfois c'est aussi de l'insuffisance professionnelle. Il ne faut pas confondre ça avec des vraies situations de toxicité. Les situations de toxicité, et je reviens sur la notion d'intention parce qu'elle est importante. Le manager toxique, c'est quelqu'un qui a un objectif en fait, ou qui a une pathologie. La pathologie, c'est que c'est dans son mode de fonctionnement. Il écrase pour avancer, il écrase pour briller, et souvent, c'est pas que toi ou que lui ou que elle, c'est souvent plusieurs. Il a ses têtes, ceux avec lesquels ça se passe bien et il a les autres. Et puis il y a ceux, effectivement, où ils ont un objectif. L'objectif, c'est que tu t'en ailles. L'objectif, c'est de te faire craquer. Et il ne lâchera qu'une fois que tu auras craqué. Donc l'intention et l'objectif, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et ne pas confondre avec l'exigence. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de management bienveillant, etc., ou de leadership bienveillant. Et en étant bienveillant, on ne s'autorise plus le droit à l'exigence. Et pour moi, la bienveillance, elle vient avec l'exigence. Moi, j'ai adoré bosser avec certains managers qui m'ont vraiment challengée. Et c'est avec eux que j'ai grandi. Après, j'ai bossé avec des managers qui m'ont jamais dit là, t'as fait n'importe quoi, ou là, c'était pas bien. J'étais confortable, mais ça m'a pas aidé à grandir. Donc vraiment, il faut éduquer les managers sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Mais il faut aussi expliquer aux collaborateurs ce que c'est que le harcèlement et ce que ce n'est pas le harcèlement. Et je finis là-dessus parce que depuis 6-12 mois, on commence à en parler. On est tous très frileux à l'idée d'en parler. Tu sais, c'est ces rendez-vous où one shot, ton boss te dit, écoute, là, sur tel projet, ça va pas du tout, je suis pas content, t'as foiré, je sais pas quoi, peu importe comment il le dit. Et suite à ça, on peut se mettre en arrêt maladie ou déclarer un accident du travail, C'est de plus en plus fréquent. Et c'est du one shot. Donc, les managers vont plus oser manager. Du coup, tu vois, il faut vraiment apprendre à faire la part des choses. Et quand quelqu'un se plaint de harcèlement, il ne faut pas dire que, en gros, il exagère ou que c'est pas légitime. Il faut aller effectivement ouvrir une enquête, aller chercher les éléments qui corroborent ça. Mais aujourd'hui, c'est un peu facile. Donc vraiment, on est dans une situation qui est compliquée pour les managers et pour les collaborateurs. Est-ce que, Lobna, tu as une anecdote à nous fournir sur des moments où un manager a pu être pointé du doigt comme manager toxique et où finalement, c'était pas un manager toxique, et inversement, des cas où on se voilait la face et il y avait bien du management toxique. Moi, j'ai un exemple quand je travaillais dans le retail, donc j'étais DRH chez Calvin Klein. Ça date un petit peu, mais la situation est toujours là. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que on a des éléments qui sont très factuels. Dans le retail, tu fonctionnes que par KPI.
ton taux de conversion, ton panier moyen, etc. Donc tu peux très facilement évaluer en gros la performance des uns et des autres, s'ils travaillent bien ou pas, s'ils sont investis ou pas. Quand tu as des objectifs chiffrés de taux de conversion, de panier moyen, d'upsell, etc., soit tu es dans les standards, soit tu n'es pas dans les standards. Et j'ai eu un cas où dans un magasin en particulier, il y avait 3 personnes sur 10 qui étaient en sous-performance. Effectivement, le manager, son enjeu, c'était de faire améliorer les résultats à son équipe. Les 3 se sont plaints en nous disant, en gros, il est sur notre dos tout le temps, il nous challenge tout le temps, il nous reprend devant les clients tout le temps, etc. Je ne dis pas que c'est ça qu'il fallait faire, mais là, clairement, on part d'une sous-performance avérée. Les résultats ne sont pas là, les KPI ne sont pas là, alors que d'autres atteignent les mêmes KPI, donc c'est que c'est réalisable. Et là, en fait, le fait qu'ils étaient 3, on s'est doublement posé la question, on s'est dit, tu vois, c'est pas un cas isolé. C'est devenu collectif. C'est devenu collectif et du coup, tout le monde se monte un peu le truc. Et quand tu creuses, c'était juste une question de sous-performance. Donc là, tu vois, le cas avec du vrai challenge, avec plusieurs personnes, là, tu te dis, c'est quand même, voilà, faut le prendre au sérieux. Une question de sous-performance et même une question de management qui donne des règles, qui fait aussi monter en compétence ses équipes. Ça va même au-delà de la sous-performance. Il pourrait avoir une personne en face de lui qui est plutôt bon, mais à qui donne des conseils. Bien sûr, absolument. Après, celui qui est bon, à qui tu donnes des conseils, il va le prendre comme tel. Quand la relation, elle est fluide, tu es en capacité d'entendre des choses. Quand la relation n'est pas fluide, un moindre bonjour avec le mauvais ton, ou alors il y en a un qui dit bonjour, l'autre qui l'a pas entendu, c'est le bout du monde. Et en fait, on est beaucoup quand même sur certains sujets, des sujets très graves, mais on est aussi beaucoup dans l'interprétation, on est beaucoup dans la subjectivité, et certains ont une sensibilité sur ces sujets-là plus que d'autres, mais malgré tout, il y a des comportements qui sont toxiques et des comportements qui sont juste exigeants. Et c'est difficile de faire la part des choses. Mais je voudrais revenir sur cette notion de toxicité. Pour toi, c'est quoi la toxicité exactement? Pour moi, c'est quand, alors j'ai pas de définition type, etc., mais c'est quand il y en a un des deux qui vit pas bien la situation, qui vit pas bien sa relation au travail, qui vient travailler la boule au ventre, qui devient parfois sous-performant, parce que quand tu sais que tu es jugé, quand tu sais que tu vas être challengé, quand tu sais que tu vas prendre la parole dans une réunion et que tu vas te faire torpiller, tout ça, ça te met pas dans des bonnes conditions pour travailler correctement. Donc tu vois, l'idée de la sous-performance, elle peut aussi être aussi une conséquence de ce management toxique. Sûr. Donc c'est tordu, mais c'est vrai. Mais pour toi, il y a une notion d'intention derrière la toxicité? Alors, juridiquement, je sais qu'il y a débat, et je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas aller là-dessus, mais ma conviction, j'ai beaucoup de convictions, je sais beaucoup de questionnements, mais j'ai des vraies convictions. Pour moi, dans la toxicité, tu sais, dans des situations, tu as les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. Pour moi, les circonstances aggravantes, c'est quand il y a une intention. Quand ton manager a un comportement toxique ou inapproprié avec un but. Et c'est souvent le but de te faire partir, en fait. Donc ça, c'est le Graal du Graal. Après, est-ce qu'il y a toujours une intention? Je pense pas toujours. Tu vois, je te parlais tout à l'heure en off d'une enquête que j'ai menée en externe, d'une vraie situation toxique, mais c'était une manager, pour le coup, qui se mettait tellement la pression pour bien faire qu'elle faisait la misère à ses équipes. C'est ça. Et quand l'enquête a été ouverte, et je te jure que c'est vrai, elle n'a pas compris. Elle est tombée des nues. Elle n'imaginait pas une seconde que son équipe, elles étaient 7, que son équipe vivait un enfer. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, alors oui, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'attention pour aller vers quelque chose de toxique. Mais par contre, c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est intéressant cette approche de se dire, quelque part, oui, il faudrait une intention pour caractériser la toxicité. Parce que ça fait relativiser aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je trouve que tu as beaucoup de collaborateurs qui remontent des faits toxiques. Et finalement, tu as l'impression que dès que tu dis quelque chose en tant que manager, dès que tu lèves le petit doigt, tu es considéré comme manager toxique. Donc, je trouve effectivement que d'un point de vue légal, même si effectivement tu n'as pas besoin d'intention pour caractériser un fait de harcèlement, pour autant, d'un point de vue sociétal, ça aiderait, on va dire, à atténuer le propos. Et tu sais, là-dessus, on parle beaucoup de management toxique, mais moi j'aime bien parler d'organisation toxique. Parce que nos organisations sont malades. En fait, on te met des individus
dans une organisation en vase clos, on te met des individus différents, qui ont des agendas différents, qui ont des envies divergentes, on a l'impression qu'ils vont tous avancer dans le même sens, et on te met des process, on te met des ordres et des contraintes et des contre-ordres, et comment tu veux que ces situations de toxicité ne se produisent pas? C'est normal. Et en fait, donc, il y a déjà au sein d'une équipe, entre pairs, il y a des situations de toxicité. Manager, managé, il y a des situations de toxicité. Mais quand tu regardes nos organisations, pour moi, elles sont fondamentalement malades. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. Et tu as raison ce que tu dis, parce que finalement, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une société où il y a de plus en plus de violence? Quand je dis violence, c'est violence verbale, pas forcément physique, hein, au sens de violence, mais violence même managériale. Est-ce que tu penses que, ouais, finalement, même les nouvelles organisations de travail, elles nous conduisent à avoir plus de tensions? Et c'est très paradoxal. Je sais la question que je te pose parce que moi-même, j'ai une réponse, enfin, j'ai aussi un parti pris, si je peux dire, c'est que à la fois, tu es dans des organisations qui aujourd'hui font tout pour veiller à l'équilibre vie privée professionnelle. Alors attention, hein, il y a de tout, mais en tout cas, on nous pousse, on nous conduit à donner le change, à faire attention à nos collaborateurs, veiller à leur bien-être au travail, à ce qu'ils aient une flexibilité aussi au travail. Donc quelque part, les organisations de travail, finalement, devraient aller vers des systèmes plus agréables pour les collaborateurs, où il y a moins de violence, justement. Tu traites de l'humain, tu les mets en circuit, en vase clos, avec des objectifs. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. Mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Mais avant, c'était pas comme ça? Si, sauf qu'avant, les gens acceptaient l'inacceptable, tu remettais pas en cause l'autorité, tu remettais pas en cause les process. En gros, tu faisais ce qu'on te demandait. Aujourd'hui, si ce qu'on te demande n'est pas aligné avec tes valeurs personnelles, avec tes envies, avec tes convictions, avec ta fiche de poste, avec ce que tu imagines d'eux, dès lors qu'il y a une friction, on a moins cette résilience, on a moins cette acceptation, et je dis que c'est tant mieux. Hein. Moi, ma génération, on acceptait des choses qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et je dis merci les nouvelles générations d'avoir donné un grand coup de pied dans la fourmilière et de faire en sorte que, voilà, avant, quand tu disais non à ton boss, tu étais un dissident et tu étais le seul à dire non. Aujourd'hui, si ce que te demande ton boss n'est pas cohérent, tu dis non et tu sais que les autres, ils vont aussi dire non, en fait. Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils ont du pouvoir. Et c'est tant mieux. Ah mais complètement. Moi, ça me rappelle une situation. Alors, à l'époque, c'était en cabinet d'avocat. Donc, je te laisse imaginer l'organisation. Hein. Ça n'a rien à voir avec les entreprises, finalement. En cabinet d'avocat, c'était encore un cercle encore plus fermé, plus restreint. Oui. Je me rappelle de mon manager qui me demandait, bon, il est 4 heures du matin. Je te propose qu'on se retrouve dans 1 heure, comme ça on peaufine un peu la synthèse, et tu prends une douche et tu me rejoins. Et je me rappelle, j'étais stagiaire à l'époque. Merci de me laisser le temps d'une douche. Voilà, j'étais stagiaire à l'époque, et pour moi, c'était juste impossible de lui dire, non, c'est pas possible, je peux pas dormir une heure, même pas, je ne dors même pas 1 heure, parce que c'est pour le temps pour prendre ma douche. Ouais. Et je trouve que c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Maintenant, en tant que DRH, parce que tu es DRH, clairement, comment tu gères des situations aussi qui sont juste conflictuelles? Parce qu'une fois que tu t'es dit, d'accord, ok, il n'y a pas de harcèlement, mais j'ai des tensions relationnelles, comment tu les gères, ces tensions-là? Ouais, il y a tellement là aussi de variables, mais je vais essayer d'être synthétique. Déjà, quand on parle de conflit, on a l'impression qu'on parle de bagarre, alors qu'un conflit, pour moi, c'est que quelque part, il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Ça peut être un besoin de reconnaissance, ça peut être ça peut être plein de choses. Donc quand un besoin n'est pas satisfait, c'est important que tout le monde le verbalise. Après, tout le monde n'est pas en capacité de verbaliser, tout le monde n'est pas en capacité d'entendre et de trouver des solutions. Donc déjà, quand il y a un conflit, la première chose à faire pour moi, c'est d'aller chercher ce besoin caché, ou cette frustration, ou enfin pas besoin caché, mais ce besoin insatisfait, et la frustration, et ce qui n'est pas dit en fait, parce que c'est souvent très en dessous. Et dans les conflits, quand tu regardes, alors je ne vais pas faire de stats à la louche, mais très souvent, ça part d'incompréhension et de mauvaise communication en fait. Et quand tu vas à la racine du conflit, parfois tu te rends compte que c'est juste un micro-truc
qui a pris de l'ampleur ou qui a été mal compris, mal interprété, etc. Et en fait, on en revient toujours à la CNV, à la communication, etc. Mais il faut se parler. Et on a beau former, on a beau accompagner, les gens ont beau parler, ils parlent souvent trop tard. Alors que ça pourrait être résolu en amont, tu soignes le mal à la racine, mais on attend trop avant d'attaquer le problème. Et finalement, comme tu dis, il y a des choses qui s'accumulent, et à la fin, la moindre souffrance au travail devient la cause d'un abus managérial. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément un abus managérial, c'est plein de petits éléments qui à la fin peut-être donnent lieu à un rapport un peu compliqué avec son manager, mais peut-être qu'il y a eu une agrégation avant d'autres éléments. Donc, mais tu sais, ton manager, enfin, c'est l'élément central dans ta relation de travail en fait. Si avec lui, c'est pas fluide, si avec lui, tu n'es pas en capacité de lui dire ce qui va pas, et surtout, si c'est lui le problème, enfin, si c'est lui qui te harcèle, ou si c'est lui qui te discrimine, ou si c'est avec lui que la relation elle est compliquée, c'est pas possible. C'est supposé être ta lumière dans le noir. Donc si ta lumière dans le noir elle est éteinte, voir que c'est elle le noir, c'est compliqué, tu vois. Donc ouais. Et est-ce qu'on revient justement à des pratiques à l'époque qui étaient tolérées? Parce que tu vois, comme tu disais, il y avait des choses qui étaient acceptées et qui aujourd'hui sont inacceptables. Est-ce que toi, tu as assisté à des pratiques à l'époque qui étaient tolérées et qui ne le sont plus clairement aujourd'hui? Si on rentre dans le dur, là. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de comportements qui n'étaient pas tolérés, enfin qui ne sont pas plus tolérés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, mais les collaborateurs l'acceptaient. Ils ne l'acceptent plus aujourd'hui. Tu vois, c'est même pas socialement, ou l'organisation, ou la direction RH, ou la direction générale. C'est que le point central, c'est le collaborateur. Avant, il acceptait, maintenant, il n'accepte plus. Parmi les choses qui, moi, m'ont le plus choqué, et c'est souvent, pardon, ils vont m'en vouloir, mes directeurs marketing et directeurs commerciaux, directeurs, directrices, qui étaient en capacité, quand je dis de péter un plomb sur un collaborateur en open space, mais j'ai vu ça tellement de fois. Mais vraiment, voilà. Et les collaborateurs un peu démunis, ils savent pas trop quoi faire. À l'époque, je dis pas que ça passait crème, parce que c'est pas vrai, mais voilà, on savait que c'était pas bien. Mais on s'en accommodait parce que le directeur commercial, il faisait du business, le directeur marketing, il avait du pouvoir, ou le DAF, etc. La DRH, elle fait pas ça, elle n'a pas le droit. Les autres, ils ont le droit. Mais c'est des comportements qui n'étaient pas admis, mais contre lesquels les collaborateurs n'en faisaient pas cas, en fait. Ils le vivaient mal, mais ils n'allaient pas ensuite se plaindre. Ils auraient dû, d'ailleurs. Mais voilà. Mais c'est souvent des cas, effectivement, où en public, quelqu'un se prend une rincée et ça c'est assez violent. Ouais. Tu as des environnements également où c'était cautionnable. Alors je vais revenir aussi sur mes expériences passées parce que je l'ai peut-être un peu moins vécu en entreprise, mais en cabinet d'avocat, moi j'ai vu des associés balancer des codes civils sur des collaborateurs, des vrais gestes de violence physique. Chaud. Et le pire dans l'histoire, c'est que il y avait aussi une question de rapport de force, de positionnement. C'est-à-dire que quand tu étais directeur, je vais pas dire que déjà c'était normal de péter un plomb, parce que finalement, tu es directeur, tu as le droit de péter un plomb par rapport à un collaborateur. Et pire, finalement, peut-être que tu avais un côté encore plus sérieux dans ton positionnement. C'était même plus, tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, il est bon. Il est expert quand même. C'est pour ça qu'il se permet parfois de péter des câbles. Et parce que tout le monde ferme les yeux. Ouais. Et tu vois, t'avais aussi un côté, je trouve, avec le positionnement. Plus t'en imposais, plus tu faisais peur. Je trouve, il y a quelques années, c'était ça, il y a 10 ans, plus t'impressionnais, plus tu faisais flipper les collaborateurs. Tu parles en open space, devant les gens en plus, parce que t'avais des vrais effets d'humiliation. Donc plus tu mets mal à l'aise, et plus t'as du charisme. Ouais. Et à l'époque, c'était vraiment ça. Je dirais pas charisme, mais je dirais que tu es craint. Le charisme, voilà, mais ils étaient en fonction craints, des environnements, tu avais vraiment aussi un autre regard, je trouve. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Aujourd'hui, tu pètes un plomb, c'est que tu n'es pas en capacité de gérer tes émotions. Exactement. Tu vois. Aujourd'hui, c'est une faiblesse. À l'époque, ça se tolérait. Ouais. Et moi, forcément, quand on parle de tout ça, alors il y a plein de cas, je crois qu'il y a plein de cas de figure qu'on pourrait citer.
Moi, cet épisode, il me tenait à cœur parce que je pense que c'est un de mes préférés, même si tous ces épisodes sont mes bébés. Mais il me tenait vraiment à cœur parce que je trouve que l'évolution de la société a énormément changé, que qu'aujourd'hui, le manager, alors bien sûr qu'il y a des pratiques qui sont juste contestables, et cet épisode, il traite aussi de ça, hein, c'est tout Bien ce qu'on sûr. a évoqué, mais le manager aujourd'hui, il se retrouve sous pression permanente. Ouais. Permanente parce qu'il est exposé, il va être responsable de tout, et finalement, il va même être rarement sécurisé. Tu vois, quand il y a un signalement qui tombe, bah, je pense que le manager, aujourd'hui, il est en flip total Ouais. par rapport à ce qui va être dit, ce qui va être révélé au grand jour. Et moi, bah, forcément, j'ai envie de te demander comment tu trouves, toi, avec ta vision, ton regard, que le climat actuel, il va transformer la posture managériale. Est-ce que tu le constates, ça, que ça transforme aujourd'hui la posture managériale? Est-ce que les managers ont peur de mal faire? Ils se retrouvent paralysés? Alors, tu vois, moi, j'ai commencé en RH, ça ne rajeunit pas, en 2000, donc 25 ans. Donc, du coup, on a vu un peu l'évolution du rôle de manager, mais depuis 25 ans, depuis que je connais le sujet, les managers sont en souffrance. Donc, ils sont encore plus en souffrance aujourd'hui parce qu'on est dans un changement, une évolution perpétuelle avec nos collaborateurs. Ils ont un rapport au travail qui a changé, hein. Avant, leur rapport, il était utilitaire. Ils avaient besoin de travailler pour vivre. Il était identitaire. Ils se reconnaissaient dans leur travail. Aujourd'hui, il est utilitaire, c'est-à-dire que le job est là pour servir une cause autre qui est leur vie, leur passion, leur famille. Donc déjà, le rapport au travail n'est pas le même. Nos collaborateurs, en fait, ils ont repensé leur vie, notamment post-Covid, mais ça avait déjà commencé avant. Et nous, on n'a pas repensé leur travail. On continue à gérer la relation comme si nos collaborateurs, ils n'avaient que le travail. Ils n'avaient pas famille, amis, passion. Et déjà, il y a un décalage entre comment le collaborateur vit son travail et comment nous, on l'imagine. Donc déjà, à partir de là, on a un sujet. Et ce glissement de rapport au travail fait que il est beaucoup plus compliqué de manager des équipes. Le rôle du manager est encore plus compliqué aujourd'hui parce que avant, tu avais de l'autorité, et j'aime pas le terme, mais c'est celui-là, tu avais de l'autorité parce que tu étais manager. Aujourd'hui, tu as beau être manager, si tu ne maîtrises pas ton sujet, si tu ne sais pas accompagner tes équipes, ton autorité, elle est remise en question. Et c'est compliqué aujourd'hui, le rôle du manager, parce qu'il est entre le marteau, l'enclume, et je rajouterais bien un troisième quelque chose, mais je ne connais pas bien le matériel de bricolage, tu vois, mais il est juste, et puis surtout, il est responsable de tout et il n'a pas la main, il n'a pas l'ownership de tous ces sujets. Ça allait être ma question, compliqué. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi sa marge de manœuvre? Honnêtement, alors j'ai envie de dire pas grand-chose, mais au sein des organisations, je crois que pas grand monde n'a de marge de manœuvre, y compris quand tu montes dans les directions générales, où tu as l'impression que le DAF est tout puissant ou que le DG est tout puissant. Ils sont tenus par les actionnaires, ils sont tenus par le cours de la bourse. En fait, on est tous tributaires de quelque chose. Mais ça, ce sont les relations humaines. Oui, mais au final, t'as un peu l'impression que personne n'est aux manettes en fait. Tout le monde subit, chacun cherche sa place, chacun essaye de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Mais tu vois, quand on te parle du DRH qui est omnipotent, omni-machin, moi je considère vraiment que le DRH, il décide de rien. Il influence les décisions, mais c'est le manager, c'est le manager qui va décider pour son équipe, tu vois. Mais la marge de manœuvre du manager aujourd'hui, pour moi, elle est... Alors après, moi, je suis pas si d'accord que ça. Mais j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Parce que tu vois, aujourd'hui, alors après, ça dépend tous de nos expériences. En fonction de ta position et surtout de ton positionnement en tant que DRH, tu peux vraiment influencer aussi tes directions. Moi, je le vois, si tu as, avant, alors c'est encore un autre épisode, mais avant, quand tu étais DRH, tu étais la dernière roue du carrosse. Aujourd'hui, je trouve que quand même, le rôle, il a considérablement évolué. Si tu as de l'ownership, alors j'imagine que toi, j'arrive très bien à t'imaginer dans cette position, mais si tu as de l'ownership, que tu as des valeurs, que tu sais où tu veux aller en tant que DRH, en donnant bien sûr les bons outils aux managers et à tes directeurs, je pense en tout cas que tu as en tout cas un vrai rôle
d'influence à jouer. Alors, je dis pas que tu vas pas être tenu par les actionnaires et tout, mais en tout cas, sur la façon d'orienter certaines décisions, ou, ouais, sur certains choix assumés de l'entreprise, je pense que tu as un vrai pouvoir aujourd'hui que tu ne pouvais pas avoir avant. Enfin, ça dépend des organisations, hein, on est d'accord. Je pense qu'en fait, on dit la même chose. Moi, je disais, mais tu as raison de le souligner parce que la différence, elle est importante. Le DRH, il décide de pas grand-chose. En revanche, il influence les managers, il influence les décisions. Tu vois, on a toujours l'impression que c'est le DRH qui décide des augmentations de salaire. Ouais, non, nous, bien on est sûr. juste garant du process. On est juste garant de mettre un cadre, d'expliquer comment on fait, etc., pour que ce soit juste, équitable, que ce soit factuel, objectif. Mais si le manager, il te dit, lui, je veux pas l'augmenter. Oui, parce qu'il est sous-performant, bah bien sûr, ok, Voilà. je t'écoute, bien sûr. Tu vois, en fait, on a la capacité d'influencer, mais sur beaucoup de sujets, on ne décide pas. Moi, je dis toujours, on ne décide pas qui rentre dans la boîte, on ne décide pas qui sort, dans 3/4 des cas. En revanche, on accompagne la décision et on délivre le process. T'as déjà eu des cas où t'as des managers qui t'ont dit, au moment où tu leur présentais leur promotion, voilà, t'es manager, tu seras manager demain, qui t'ont refusé cette promotion parce qu'il y avait trop de responsabilités, trop de charges, et justement un rôle qui ne les intéressait plus. Alors, je vais être un peu sarcastique, même si le rôle de manager ne les intéressait pas, même si ça leur vendait pas du rêve, parce que tout ce qu'on connaît, etc., personne n'a jamais refusé parce qu'ils se sont dit, allez, on prend l'augmente, on prend la responsabilité, on verra comment on gère, on fera, voilà. Après, ils ont tenu leur job de manager ou pas, c'est autre chose, mais honnêtement, dans mes 25 ans, personne ne m'a dit, non, garde ton augmente, je vais continuer à faire comme avant, quoi. Donc même s'ils n'avaient pas envie, ils ont pris, après ils ont fait Inch'Allah, quoi. Et tu as des managers qui aujourd'hui, qui te disent à toi, des RH, experts RH, bah moi je n'ose pas délivrer un feedback, j'ai trop peur du retour. Délivrer un feedback. Moi, j'ai eu beaucoup, comme j'ai des origines nord-africaines, j'ai souvent des managers qui me disent, mais tu vois, on nous demande des aménagements de temps par rapport au ramadan, ou on a des personnes de confession juive qui veulent notamment au début à la rentrée, septembre-octobre, il y a beaucoup de fêtes, etc. Les managers ont pas envie que c'est pas un bon moment pour prendre des congés, ou la période de ramadan, aménager les horaires, etc. Ils osent pas dire non. En se disant, bah, si on dit non, on va dire que je suis discriminant ou je suis raciste ou machin. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pour un manager de prendre certaines décisions, surtout sur le fait religieux, sur le fait culturel, sur pas la sexualité, pardon, mais en fait, dès que tu prends une décision et qu'il y a une orientation, eh ben, tu peux être taxé alors que si tu augmentes quelqu'un ou tu le promeus, peu importe ses origines, son orientation sexuelle, on va jamais te dire tu l'as augmenté parce qu'il est gay. En revanche, si tu l'augmentes pas, on va te dire tu l'as peut-être pas augmenté parce qu'il est gay. Et en fait, c'est tous ces éléments individuels qu'on pousse tous, hein, on veut tous le collectif, mais on veut d'abord passer notre individualité. Et en fait, notre individualité, elle brouille beaucoup les pistes et elle rend les prises de décision difficiles parce que ces prises de décision, quand elles sont individuelles, il y a forcément cet élément qui est pris en compte, alors positivement ou négativement. On ne peut pas se dire que ça n'a pas été pris en compte. On a tous des biais, on a des interprétations, on a tout ça. Et effectivement, si moi je suis une femme ou j'ai des origines, je sais pas quoi, eh bien si tu me donnes pas ceci que je considère mérité, eh bien j'aurais toujours un doute en me disant est-ce que j'ai pas eu la promotion parce que je suis pas bonne, ou parce qu'il y avait meilleur, ou parce que je sais pas quoi, ou est-ce que c'est parce que je suis une femme, ou parce que, tu vois, c'est ces sujets-là de société qui rentrent dans nos organisations, alors rendre le job de manager, c'est schizophrénique. C'est schizophrénique. Mais tu vois, quand on parle de ces managers qui sont flippés de restituer un feedback, ou bien juste de rappeler une consigne à leurs équipes, est-ce qu'il n'y a pas un vrai risque qui pèse sur l'organisation, sur le collectif globalement ? Alors là-dessus, la question, non seulement elle est légitime, et puis elle est centrale dans toute la réflexion. Le manager, c'est la colonne vertébrale de l'organisation. Plus le management est solide, plus l'organisation elle est solide. Et on a beau dire, ce sont eux qui sont en lien avec les collaborateurs, qui sont en lien avec le client. Enfin, tu vois, c'est une chaîne vertueuse. Si tu as un management qui n'est pas
aligné, solide, exigeant, bienveillant, leader, tout ce que tu veux, ça peut pas fonctionner. Ce qui fait que les boîtes tiennent dans nos organisations, c'est que sur 50 managers, j'y vais franco, t'as 10 managers, quand tu as de la chance, t'en as 10 qui sont topissimes, qui tiennent la baraque, t'en as 20 qui font le job et pas plus, et puis tu as les boulets en fait, et les autres compensent ces manques et ces lacunes, et c'est là que tout le monde met en place des stratégies d'évitement, de contournement. Donc c'est de l'énergie que les gens mettent à contourner, éviter, et qui mettent pas à bosser. C'est de l'énergie qu'ils mettent à c'est de l'énergie, ils perdent du temps à la machine à café. On a tous perdu 2 heures à râler contre Josiane de la compta parce qu'elle comprend rien en fait, ou parce que notre manager il nous a gonflé. Et en fait, tout ça c'est de l'énergie que tu mets pas au bon endroit. Et cette colonne vertébrale de l'organisation, il faut qu'elle soit, c'est le roc quoi. Et si ils sont pas alignés, efficients, ça peut pas fonctionner. Et je te dis, le truc qui fait que ça tient, c'est que tu as les boulets qui sont compensés par les super forts, et puis tu as le ventre mou qui fait le taf, mais pas plus quoi. Donc voilà, si ce petit lot de très très bons managers lâche, ton truc il dégringole. On a beaucoup parlé de managers qui n'osaient pas forcément, qui n'osaient même plus assumer leurs responsabilités, qui avaient peur parce que finalement ils étaient dénoncés très rapidement, de toxicité qui n'était pas toujours justifiée. Maintenant, pourquoi on en est arrivé à cette situation? Parce que j'imagine qu'il y avait quand même des gros connards aussi qui ont planté les organisations, qui ont fait du mal, et même encore, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'alertes, beaucoup de formations autour de ces sujets, tu as beaucoup de managers qui sont très loin d'être irréprochables. Alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, forcément, ça me donne envie de te demander, mais comment on trouve l'équilibre? Comment on trouve ce juste équilibre entre des managers qui n'auraient jamais dû accepter d'être managers parce qu'ils font du mal, et intention ou non. Ou non, bien sûr. Et finalement, des managers qui veulent juste faire leur travail et faire respecter finalement des règles de vie dans une entreprise. Comment on trouve cet équilibre? C'est une question difficile, mais j'ai envie de la poser en clôture, parce que faut quand même délivrer un message positif. La question, là encore, elle est hyper compliquée, parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse unique et qu'il n'y a pas de solution unique parce qu'on l'aurait trouvée. On fait porter à l'organisation, à la fonction RH, la responsabilité de la culture managériale, la responsabilité de la formation des managers, de l'accompagnement, etc. Moi, je suis convaincue, parce que j'échange tous les jours avec des DRH, tous les jours avec des DG, avec des managers également. Moi, j'ai la conviction que on fait du mieux qu'on peut pour former ces managers. Néanmoins, ils sont nombreux, il y a du turnover, tout le monde n'est pas fait pour être manager. Et tu sais, depuis plus de 20 ans, dans les budgets formation, il y a une constante. Excel, management. Donc, c'est pas les moyens qui manquent, mais les formations n'ont pas toujours tu suis la formation, tu récupères les apprentissages, tu les ancres dans ton quotidien. Enfin, être manager, il y a de la technicité, mais il y a aussi beaucoup de développement personnel. Et changer, faire évoluer ses pratiques, processer, etc., ça demande tellement de présence en soi, c'est un vrai travail. Et l'organisation seule, pour moi, ne peut pas faire ça pour toi. Si tu es manager, ta boîte va forcément, à un moment ou à un autre, elle va peut-être pas te le proposer tout de suite, elle va te proposer un accompagnement. Alors, ils vont peut-être te proposer 2 jours de formation au vert et tout avec tes autres collègues. Très bien. Globalement, on ressort avec un blackout sur la soirée, 2 jours ouverts très sympas. On revient sur les 50 managers que tu as formés, et on a 2 qui vont récupérer les apprentissages. Donc en gros, on perd notre temps, on ne fait pas les choses correctement. Il faut qu'on aborde le management de façon un peu différente, et aujourd'hui, je ne vais pas aller sur comment on fait évoluer la culture managériale, comment on forme nos managers, mais il y a plein de retours d'expérience de boîtes qui font des choses très simples, très efficace, avec du co-développement, avec du coaching individuel, avec des learning expeditions, avec du mentoring, il y a plein de choses, tu vois, il suffit, les idées sont là. Donc l'entreprise doit continuer de former ses managers, mais elle doit les former mieux et mettre l'accent
pas que sur la formation, mais aussi sur le ROI de la formation. Et c'est là qu'on n'est pas bon depuis toujours. En revanche, moi j'ai une conviction que je défends depuis toujours, ça vaut pour les managers et ça vaut pour les collaborateurs. C'est que chacun est responsable de son évolution, de son parcours, du développement de ses compétences. Si ma boîte me dit je peux pas te former parce que tu es pas prioritaire cette année, ok, c'est pénible. Mais je peux aussi, et moi je l'ai fait, à l'époque je gagnais 1 500 € à mes débuts, je gagnais 1 500 € et la plupart de mes formations je les ai payées sur mes deniers personnels. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Aujourd'hui, en 2025-2026, tu peux te former gratuitement par tout biais possible et imaginable. Donc le fait de ne pas avoir la compétence, de ne pas savoir comment faire, pour moi, c'est une fausse excuse. Le fait que les boîtes ne forment pas assez ou correctement leurs managers, c'est une fausse excuse. Chacun a la capacité d'être un meilleur manager en se prenant en main, en co-construisant son parcours, en demandant ce qu'il veut. Si moi je suis manager, je vais être formée, tu me dis tiens, tu as une formation de 2 jours chez Tartampion. Non, c'est pas comme ça que je veux être formée. Je veux être formée par lui, c'est un super manager chez nous. Est-ce qu'on peut pas faire un truc? Soyons créatifs, soyons co-constructeurs et soyons acteurs de notre parcours. Et ça, pour moi, c'est la clé de ce qui va faire un bon manager et un mauvais manager. Ouais, il faut, j'ai envie de conclure aussi par ça, parce que ça, c'est très important. Il n'y a pas de, c'est pas parce que tu es mauvais manager que tu es une mauvaise personne aussi. Je voulais vraiment revenir dessus parce que tu peux avoir des personnes qui n'ont pas les clés, qui ne savent pas comment agir bien en tant que manager, et pourtant être des gens super sympas dans le personnel. Hein. Oui, ça, mais moi, c'est hyper j'attends pas de mes important, managers tu vois. qui soient sympas. Hein. Non, je te parle en termes de pointage du doigt. Parce que le problème aussi, il est là. Souvent, tu vois, dans une entreprise, on a tendance à globaliser. À globaliser. Bon, bah lui, bah justement, tout à l'heure, on l'a dit, il y a quand même eu des... Ben non, enfin, ok, en tant que manager, mais pour autant, c'était aussi des personnes qui pouvaient être très bienveillantes dans le côté perso. Tu as des gens comme ça. Moi, j'en ai connu. Hein. J'en ai connu des gens avec lesquels tu pouvais prendre des pots, tu pouvais trinquer, qui étaient très sympas. Mais par contre, ils ne savaient pas comment gérer leurs émotions. Ils ne savaient pas comment l'idée, comment manager. Ils ne le savaient pas. Et ils étaient mauvais. Alors j'adore parce que là on a notre premier vrai point de désaccord. Pour moi, un jour, toujours. Celle-là, on peut la garder. Tu peux pas être quelqu'un de bienveillant, d'empathique, d'à l'écoute dans ta vie perso. On n'est pas Dr Jekyll et Mr Hyde au-delà d'avoir une pathologie. Et je pense que beaucoup de vrais managers toxiques, parce qu'il y a ceux qu'on considère comme toxiques mais qui ne le sont pas forcément, mais je pense qu'il y a une pathologie derrière. Et dans cette pathologie, il y a plein de choses. Hein. Un manque de reconnaissance, il y a des ambitions, enfin, il y a plein de choses qui se cachent derrière. Et pour moi, alors tu n'es pas toxique, tu as des comportements toxiques. Déjà, il y a une différence. Mais pour moi, tu peux pas... quelqu'un qui serait sympa dans les pots, rigolo, hyper friendly, hyper à l'écoute, machin. Il arrive le lendemain à 8h, il est en mode droit comme un i, machin. Il y a un problème, en fait. Pour moi, il y a un problème. Et pour moi, c'est pathologique. Et là, c'est discussion de comptoir, tu vois, c'est fondé sur absolument rien, mais complètement assumé. Complètement assumé. Alors, tout à l'heure, on a évoqué le terme de c'est pas joli. de manager qui avait des comportements toxiques, mais finalement, on parle pas de personnes en tant que telles, on parle de comportements qui sont intolérables. Parce que moi, je voulais quand même juste rajouter ça, c'est-à-dire que ce sont des comportements qui ne sont pas acceptables, mais ce ne sont pas des personnes qui sont mauvaises pour autant. Ce sont juste des personnes qui n'ont pas su avoir les clés à un moment donné, qui peuvent d'ailleurs revenir dessus et qui peuvent faire leur mea culpa. Et ça, c'est important aussi de ne pas stigmatiser parce que tu peux à un moment donné tomber dans l'erreur, faire n'importe quoi et te ressaisir. Oui. Et ça, c'est hyper important, ce message positif aussi, parce que ce sont des situations, des comportements. Ce ne sont pas des personnes qu'on vise. Oui. Et donc moi, la question que j'ai pour toi, pour conclure cet épisode, Lobna, c'est que quel conseil tu donnerais, en fait? Quel conseil tu donnerais à des organisations ou même des collaborateurs pour éviter ces comportements toxiques? Pour les éviter, c'est compliqué. En revanche, il y a quelque chose qui me paraît important. On a beaucoup parlé du manager, on a beaucoup parlé du collaborateur.
Et on n'a pas parlé des autres. Les autres, ce sont tous les témoins silencieux qui sont là, qui regardent et qui font rien. Et moi, j'ai une vraie conviction, c'est que si tu fais rien, t'es complice en fait. Donc moi, j'invite vraiment tous ceux qui sont témoins de comportements toxiques, surtout s'ils sont répétés, surtout s'ils ont un impact sur le collaborateur, je les invite vraiment à se positionner, à dénoncer et à prendre la parole. Parce que je crois que le drame des personnes harcelées, c'est de devoir prouver qu'elles sont harcelées. Parce qu'il y a une omerta, parce que tout le monde a peur, et je le comprends, parce que tout le monde, effectivement, a des enjeux personnels, etc. Mais si tu dis rien, pour moi, t'es complice. Et cette omerta fait que le harceleur s'en sort toujours. Et la seule échappatoire qui reste à la personne harcelée, c'est de partir ou de se laisser détruire. Moi, j'aimerais qu'il y ait une troisième voie, mais cette troisième voie, elle est possible que si les témoins prennent la parole et se positionnent. Voilà, ça pour moi, c'est important. Il y a autre chose qui me paraît hyper important, parce qu'à chaque fois que le sujet du harcèlement ou de la discrimination est abordé, on dit que la DRH, elle sert à rien, elle ferme les yeux ou qu'elle cautionne. Et ça, le fait qu'elle ferme les yeux et qu'elle cautionne, c'est quelque chose qui me rend dingue. Parce que les collaborateurs ne voient pas ce qui se joue derrière le rideau. 3 fois sur 4, on monte au front et on nous dit gentiment « lâche l'affaire, c'est pas ton sujet ». Quand en plus on n'a pas de témoignage, on n'a pas d'écrit, on n'a rien, c'est compliqué. Si vous voulez donner des billes à votre DRH pour qu'elle ait l'oreille de la direction générale, il faut qu'elle ait des aliments. Donc ça peut être effectivement les témoignages, mais aussi, n'hésitez pas à aller mettre des commentaires dans Glassdoor, sur Indeed, sur tous les sites sur lesquels, en termes d'image, il se passe un truc. Parce que quand vous dites, quand votre DRH elle va dire à son DG, il y a un sujet interne, 3 fois sur 4, il va lui dire ferme les yeux. Si, attention, il commence à se passer un truc en externe et que ça se voit, là tout de suite, il va avoir une oreille. Donc ça, c'est un point. On peut aussi, quand on a des bonnes relations avec son CSE, on peut aussi faire les choses, c'est un peu border, je l'avoue, mais on peut aussi faire des choses, parce que si la question, elle passe en CSE, même si c'est pas le sujet, même si c'est machin, la direction générale, elle va dire, ah, on va s'y attacher, on va s'attaquer à ça avant que ça grossisse. Donc il y a plein de stratégies comme ça que les collaborateurs peuvent mettre en place pour faciliter la vie du DRH et pour qu'il ait l'écoute de la direction générale. Parce que la direction générale, elle a aussi un rôle central. Elle peut aussi ouvrir l'enquête en disant, bon, on verra ce qu'il en ressort, il ne se passera rien. Mais plus on a d'éléments, plus c'est factuel, et plus votre DRH, elle a des billes. Et je ne crois pas une seconde dans une DRH qui cautionne ou une DRH qui ferme les yeux. Je crois en revanche dans les DRH qui n'ont pas l'oreille de la direction générale. Et là, chacun a la possibilité de faire évoluer les choses. Merci Lomna, moi c'est tout ce que je voulais pour cet épisode. Ton franc-parler et ton parler cash. Et super. Merci pour ça. Merci à toi, c'est un sujet qui est éminemment compliqué et dont on ne parle pas assez, je trouve, de façon aussi rentrée dans le détail. Donc merci à toi de m'avoir donné la parole.